Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr, 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité ce matin dans Direct Politique est Carlos da Silva, député socialiste de l'Essonne, tête de liste socialiste pour les régionales de l'Essonne, pour les régionales pour la campagne menée par Claude Barthelone. Bonjour. Bonjour. Je vais peut-être y arriver ce matin, il est un petit peu tôt. Bonjour Carlos da Silva, merci d'être avec nous ce matin sur Direct Politique. Avec nous sur le plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Merci Michel d'être avec moi pour co-présenter l'émission. Bonjour, vous l'avez bien dit. En compagnie de Mathieu Bruckmüller, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Merci d'être avec nous. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission. Posez votre question, je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Carlos da Silva, nous allons commencer par l'actualité choc de ces derniers jours, l'actualité qui marque la vie politique. L'Europe est suspendue au sort de la Grèce depuis quelques semaines. Ce soir, un nouveau sommet crucial sera engagé à Bruxelles pour parler de l'avenir de la Grèce et de la zone euro. En ce moment, les positions ne sont pas très affirmées à droite comme à gauche. Les socialistes, eux, se sont en tout cas plutôt affirmé l'envie que la Grèce reste dans la zone euro. Mais plusieurs questions restent en suspens. D'abord, est-ce qu'il faut se réjouir du vote non des Grecs dimanche? Et est-ce que le Parti socialiste soutient l'anti-austérité ou appelle au respect des règles de discipline de l'Eurogroupe? Vous dites que les réactions étaient divergentes ou différentes. Moi, je note qu'au sein de l'exécutif, président de la République, Premier ministre, gouvernement, et pour le Parti socialiste, la ligne est extrêmement claire. Nous souhaitons, nous voulons, et le Premier ministre l'a redit quelques minutes avant notre émission, que la Grèce reste dans l'Europe et dans l'euro. Il en va d'une responsabilité économique, nous pourrons en discuter, mais il en va d'abord de la responsabilité politique qui est celle des grands pays de l'Europe, la France, l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'était le sens des déclarations hier soir du président de la République et de la chancelière allemande. Si on respecte les attentes du peuple grec, est-ce que la Grèce peut rester dans l'Europe? Il faut dire les choses comme elles sont. Avant que le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, convoque le référendum qui s'est tenu dimanche dernier, il y a un peu plus de 24 heures, eh bien, les Européens et la Grèce étaient au bord d'un accord. Il s'en est fallu de peu. Il y avait peu de différence entre les propositions de la BCE, les propositions de l'Eurogroupe et les efforts et les souhaits du Premier ministre et du gouvernement grec. Alors, qu'a dit le peuple grec? C'est important d'entendre quand un peuple s'exprime. Il ne faut jamais balayer ça d'un revers de main. Pour moi, ça n'est pas un non à l'Europe. Et d'ailleurs, vous voyez, évidemment, il y a les traductions, mais sur les places grecques, c'était un oui à l'Europe. Mais une Europe, certes, de la responsabilité, mais aussi de la solidarité. C'était un oui à l'Europe. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'une sortie, et moi je tiens à le dire avec un peu de solennité tout de même, une sortie de la Grèce, de la zone euro, voire de l'Europe, et je vois certains responsables, le mot me paraît exagéré, de droite, qui disent au fond ça peut se faire sans dégâts, ça se ferait avec des dégâts considérables. D'abord pour les Grecs. Et ensuite, pour l'ensemble des Européens. N'oublions pas, sur un plan géopolitique, où est la Grèce en Europe? Elle borde la Méditerranée, elle est l'endroit par lequel un certain nombre de migrants veulent entrer en Europe, elle a une frontière avec la Turquie. Tout ça est évidemment extrêmement important, doit être considéré, et notre responsabilité est considérable. Donc vous considérez que Alain Juppé ne tient pas des propos responsables quand il envisage cette sortie de la zone euro? Très clairement, c'est irresponsable vis-à-vis de la situation européenne sur un plan économique, c'est encore plus irresponsable sur un plan politique, et c'est irresponsable au regard de l'histoire. Enfin, on a l'impression que les choses vont tellement vite, les médias réagissent à chaque nouvelle actualité, qu'on en oublie qu'il y a encore quelques dizaines d'années, sur quelles ruines, sur combien de morts s'est fondée l'Europe. Mais quelle
responsabilité prendrait cette génération de ce saut dans l'inconnu de la sortie d'un pays de l'Europe? Et donc moi, je ne veux pas jouer avec cela. Je ne veux pas être de cette génération qui commencerait à détricoter l'Europe, ce que on a mis au fond des décennies, peut-être même des siècles. Il y a des échéances, peut-être même des siècles. Il y a des propos, il y a aussi des échéances qui arrivent bientôt. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'il faudra accepter d'effacer une partie de la dette grecque à l'avenir? Angela Merkel et François Hollande, et d'ailleurs cette rencontre s'est tenue à Paris, le symbole est important, ont demandé à Alexis Tsipras de faire de nouvelles propositions et que ces propositions soient cohérentes et responsables. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a un peu plus d'une semaine, nous étions au bord d'un accord, eh bien, il n'y a pas de raison qu'après ce vote, qui a été un vote important en termes de participation. Donc, un accord peut encore trouver. Il faut aussi voir comment ont voté les jeunes, ceux qui construiront la Grèce de demain, ceux qui construiront l'Europe de demain dans ce pays. Ben moi, je pense qu'un accord peut être trouvé. Après, vous savez, il y a les modalités financières. Mais enfin, je crois qu'aujourd'hui, l'échelonnement de la dette grecque allait jusqu'en 2057 ou quelque chose de cet ordre-là. Honnêtement, c'est pas un rééchelonnement de la dette de quelques années qui va mettre en péril l'économie européenne. Il faudra évidemment rediscuter de la façon dont cette dette est réglée. Mais en contrepartie de cela, il peut y avoir des efforts économiques, ils avaient déjà été évoqués. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on aide les Grecs à construire un État, parce qu'on parle de beaucoup de sujets économiques. Mais un des problèmes, on le sait, c'est par exemple tout simplement la faiblesse de l'administration fiscale grecque. Est-ce qu'à un moment donné, on s'est penché là-dessus? Est-ce qu'on a soutenu les gouvernements d'ailleurs, pas seulement celui de M. Tsipras, pour reconstruire ou construire une administration fiscale qui pourrait lever l'impôt en bon ordre? Je pense à ceux des grands propriétaires, à ceux des armateurs, à ceux même de l'Église qui là-bas est évidemment très riche. Eh bien, c'est des questions qui sont devant nous, c'est une aide que nous devons apporter et ça n'est pas seulement des solutions économiques. Alors venons-en au rôle précis de la France dans cette histoire. Pour vous, M. Da Silva, quel rôle doit désormais jouer François Hollande? Est-ce qu'il n'a pas une occasion historique de sauver l'Europe en évitant que le clash grec ne dégénère? Ah, bien sûr qu'il a une responsabilité devant l'histoire. Il n'est pas seul. Il doit la mener avec la chancelière allemande. Comme souvent dans notre continent, c'est à partir du moment où la France et l'Allemagne sont ensemble motrices que nous parvenons à de grands résultats. Et les déclarations d'hier, on avait eu, avant que Mme Merkel ne s'exprime en France, aux côtés du président de la République, on avait eu un certain nombre de déclarations un peu désolantes d'un certain nombre de responsables allemands, si je peux me permettre de juger. Et on a vu hier qu'on était déjà dans une phase de convergence. Et donc François Hollande prend pleinement ses responsabilités et il doit continuer de les exercer. Pas seul, évidemment, parce que l'Europe est un tout, en tout cas, elle doit être un tout. On a besoin de ce couple qui est un couple moteur. Moi, je crois que François Hollande a pris la mesure, prend les décisions, est en première ligne avec les risques que cela suppose. Mais quand on est face à l'histoire avec un grand H et qu'on est président de la République française, évidemment, ces risques, il faut les prendre. Vous parlez de déclarations désolantes des Allemands, de certains Allemands. Je pense que vous faites allusion à vos amis du SPD, dont le leader a eu des propos extrêmement durs à l'égard de la Grèce, hier encore en promettant par exemple une aide humanitaire, ce qui est plutôt humiliant, non? Vous savez, l'amitié, quand vous parlez de mes amis du SPD, permet la franchise. Et donc, entre amis, je peux dire à mes amis du SPD, et particulièrement à celui-là, que ces propos ne sont pas admissibles, ne permettent pas de continuer à avancer sur la construction et le renforcement de l'Europe, et qu'ils sont regrettables. Vous avez dit à Sigmar Gabriel? Moi, je ne dis pas à Sigmar Gabriel, je suis député, mais je sais que notre premier secrétaire, qui est par ailleurs premier vice-président du Parti socialiste européen, a dit les choses et continuera de les dire. Allez, un dernier mot sur la Grèce. Est-ce que Alexis Tsipras a amélioré ou aggravé la situation depuis qu'il est au pouvoir? C'est difficile à dire. Il portait un espoir immense fondé sur une désolation, sur des années d'appauvrissement et notamment des plus fragiles. Ce qui est évident,
c'est qu'il veut à son tour, mais je crois que d'autres le voulaient avant lui, défendre le peuple grec, défendre celles et ceux des Grecs qui sont dans les situations les plus précaires. Mais pour ça, il faut qu'il aille au bout, y compris de sa logique politique, car quand on se réclame de la gauche, voire de la gauche radicale, ce que je vous disais sur la construction d'un État, sur la capacité à prélever l'impôt en bon ordre, eh bien, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, qui fait partie de son ADN et qu'il doit mener jusqu'à son terme. Et juste avant de revenir à la politique française, pensez-vous que cette crise favorise les extrêmes des deux camps d'ailleurs, je veux dire aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen? En tout cas, j'entends qu'ils s'en réjouissent et qu'ils font des déclarations tonitruantes. Moi, vous savez, encore une fois, je fais partie d'une génération et moi-même, mon histoire personnelle fait que je suis attaché à l'Europe et à la construction européenne comme à la prunelle de mes yeux. Et moi, tous ceux qui imaginent que cette situation pourrait la détricoter, plus leurs déclarations sont tonitruantes, plus cela m'inquiète et plus cela appelle à la responsabilité du camp de toutes celles et tous ceux qui veulent continuer cette construction. Donc moi, je crois qu'il faut continuer à peser, et le président de la République en première ligne le fait, pour que cette Europe se solidifie. Allez, on va passer au chapitre consacré à la politique du gouvernement et aux relations qu'entretient le gouvernement en ce moment avec le Parti socialiste. Alors, Monsieur Da Silva, comment le PS compte peser, selon vous, sur le gouvernement, peut-être pour un CICE mieux ciblé, un pacte de responsabilité mieux adapté? Comment... Moi, je crois qu'il faut sortir de ce faux débat. Est-ce que le Parti socialiste doit peser le gouvernement? Après le Congrès, il y a quand même des exigences. Le gouvernement doit peser, mais ça n'est pas ses rapports. Mais soyons un peu sérieux. Une grande partie de parlementaires sont également membres des instances nationales, tous d'ailleurs du Conseil national. Et ce n'est pas en franchissant quelques mètres ou quelques centaines de mètres pour se rendre dans leurs habits de responsables du Parti socialiste que tout d'un coup, ils se transmutent en d'autres individus. Il y a la volonté du Parti socialiste d'être d'abord un parti qui prépare l'avenir, parce qu'il y a la gestion du quotidien, il y a la gestion de ces crises dont vous venez de parler, l'Europe, mais il y a évidemment la capacité, non pas à s'en extraire, mais à regarder plus loin, et je pense notamment aux élections, j'y viens, aux élections régionales et aux élections présidentielles et législatives qui suivront. Et puis tout un logiciel qui est à refonder, la sensibilité que je défendais au sein du Parti socialiste parlait de dépassement. Dans l'immédiat, Jean-Christophe Cambadélis a indiqué que le Parti socialiste ferait des propositions au gouvernement pour le prochain budget. Il y a un groupe qui se réunit, qui doit formuler des propositions qui sont adoptées au Bureau national le 27 juillet de ce mois. Ces propositions, elles vont dans le sens que vous dites. Comment le CICE, il peut être plus utile au développement économique, aux marges de manœuvre des entreprises et donc à la création d'emplois. Mais ce sont des questions que se pose le gouvernement. Moi, ce que je veux qu'on arrête de dire, c'est que d'un côté, il y aurait le gouvernement, de l'autre côté, les parlementaires socialistes, et enfin le Parti socialiste. Écoutez, c'est simple. Soit nous réussissons ensemble, soit nous perdons ensemble. Et si nous perdons ensemble, nous connaissons les conséquences. Elles sont, pour la première fois, ces conséquences seraient qu'au second tour de l'élection présidentielle, il pourrait ne pas y avoir un candidat de notre famille politique. C'est ça qui est en jeu. Donc là aussi, il y a une responsabilité devant l'histoire, devant les Françaises et les Français. Je demande à ce que tout le monde hausse son niveau de jeu, si on peut faire cette métaphore sportive. La priorité, c'est tout pour l'emploi. Est-ce que le CICE peut être réservé aux entreprises exposées à la concurrence internationale? C'est un débat qui est devant nous. Pourquoi initialement... Et vous le défendez, ça? Pourquoi initialement le gouvernement n'a pas souhaité, et le président de la République, puisque c'est lui qui a impulsé cette politique, qu'il en soit ainsi? Parce qu'il fallait redonner massivement, rapidement, sans distinction, des marges de manœuvre à toutes les entreprises pour qu'elles puissent réinjecter au fond des liquidités, que l'argent circule et qu'il permette, avec les marges de manœuvre des entreprises, de créer de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des bilans qui sont en train d'être faits. Il y a, par exemple, moi j'en rencontre... Il y a le bilan et puis il y a une proposition, il y a l'action. Elles ont déjà été mises sur la table. Je sais qu'il y a urgence, mais j'y viens. Il y a aujourd'hui des donneurs d'ordre
qui utilisent le CICE vis-à-vis de leurs prestataires pour dire oui, vous avez reçu le CICE, donc on vous demande de baisser la facture pour qu'au fond, eh bien, ce soit le grand groupe qui puisse faire le plus de marge. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'économie. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment l'entreprise, le sous-traitant, eh bien, il peut utiliser cet argent pour embaucher. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas dans un grand nombre de situations. Eh bien, là aussi, faisons des propositions concrètes. Mais il y a une limite. Si nous transformons le CICE en usine à gaz incompréhensible, il sera moins utilisé. S'il est moins utilisé, moins de marge, moins de création d'emplois. J'attire votre attention sur le fait que depuis 6 mois, nous avons enfin des signes positifs dans l'économie, qu'il faut faire en sorte que ces signes positifs s'emballent et se transforment en création d'emplois. Autre réforme annoncée, la réforme fiscale. Est-ce qu'il y a le temps matériel dans ce qu'il reste du quinquennat de la faire? Est-ce que vous confirmez que le prélèvement à la source sera effectif en 2017 et est-ce que ce sera ça la réforme fiscale ou seulement, j'allais dire, ou est-ce que c'est... D'abord, il y a eu, vous savez, il y a eu beaucoup de réformes fiscales ces dernières années. D'abord, de 2010 à 2014, beaucoup de hausses d'impôts, il faut le dire clairement. Il y en a eu pour 30 milliards d'euros pour le gouvernement Fillon, 30 milliards d'euros pour le gouvernement Ayrault. Nous avons soutenu cela, mais on voit bien la limite que nous avions atteint à l'époque. Et là, il y aura dans quelques semaines, et les Français le constateront, ça a été voté il y a plusieurs mois, une baisse massive de la fiscalité, notamment pour les ménages les plus modestes. Moi, je crois que le prélèvement à la source, c'est à la fois une mesure de bon sens. Je rappelle qu'il y a dans des pays où tout ça est à l'œuvre depuis plus d'un siècle. Donc si ces pays sont capables de le faire depuis plus d'un siècle, c'est que nous sommes aussi capables de le faire. Il faut faire attention sur un point, c'est que nous avons un des meilleurs taux de recouvrement au monde. Et on parlait tout à l'heure de la situation grecque, tout ça est sans commune mesure, mais ce taux de recouvrement est important. Donc il faut être capable, c'est cela l'exigence, de maintenir le même taux de recouvrement avec le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est d'abord une mesure de bonne gestion. Bah, vous pouvez se contenter de ça. J'y viens. Vous paierez mensuellement, au fond, l'idée c'est ça, et il vous restera ce que vous avez pour dépenser, vivre, épargner. Mais à partir de là, vous comprenez bien que la réforme doit être plus vaste, puisqu'aujourd'hui, la fiscalité française, elle est assise sur la notion de foyer fiscal. Et cette notion, elle doit être nécessairement interrogée, puisque le prélèvement à la source se fera de façon individuelle. Donc là, il y a déjà un premier sujet. Et quand vous touchez à ce sujet, le simple fait de l'évoquer entraîne une réflexion de fond qui doit amener à plus de justice fiscale. Et une fois que ce mécanisme est à l'œuvre, vous comprenez bien que le modifier, le faire évoluer vers plus de justice fiscale devient beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Parfois, je le dis, pas les usines à gaz, mais il est complexe de se retrouver dans cet enchevêtrement, soyons honnêtes, et nous-mêmes qui soit faisons, soit participons et commentons l'actualité, c'est parfois pour nous-mêmes compliqué. 2017, ça arrive très vite. Il y a un internaute, André, qui nous demande quelles sont les 2-3 grandes réformes de gauche que le gouvernement doit mettre en œuvre d'ici 2017. D'abord, il va y avoir ce compte individuel lié à la formation, à la pénibilité qui est en cours. Il y a la nécessité d'une grande révolution écologique, environnementale. Il y a eu la loi de transition énergétique portée par Ségolène Royal. Il y a le rendez-vous de la COP 21 à la fin de l'année. Ce sont des sujets qui doivent rassembler la gauche. Cette question, on en parlait, de la redistribution à travers l'impôt. Elle est fondamentale. Mais évidemment, tout va très très vite. Et donc c'est au président de la République, ça n'est pas mon rôle que de fixer l'agenda, non pas des 6 mois qui viennent, on le voit à peu près, mais de l'avant-dernière année de son quinquennat, c'est-à-dire 2016. Et puis pour et vous, quelles seraient les 2-3 mesures de gauche que vous souhaiteriez voir mises en œuvre, des marqueurs forts? Moi, ce que je voudrais voir mis en œuvre, c'est tout ce que nous avons fait, dont nous avons, je crois, trop peu parlé, que la formation, que la pénibilité soient enfin prises en compte et rattaché aux salariés. Aujourd'hui, on est dans un monde où, quoi qu'on en pense, avant, il y a, sans vouloir raconter des histoires sur ce qui se passait, mais souvent, vous commenciez votre parcours dans une entreprise, parcours professionnel, et vous le terminiez dans la même entreprise. Parfois, il vous arrivait au cours de votre carrière de changer une fois de fonction. Mais vos droits, votre formation, votre sécurité,
tout ça était lié à la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont des missions plus courtes, des postes plus courts, et il faut être en mesure de sécuriser ce parcours professionnel. Donc la question de la sécurité professionnelle, elle est au cœur du monde qui naît, qui est là devant nous, et en même temps de la nécessité pour un salarié de pouvoir le faire tranquillement, sans être affecté dans sa vie de tous les jours, sa famille, son loyer, son crédit, l'achat de son véhicule pour se déplacer, et il doit pouvoir le faire de façon tranquille tout au long de la vie, sans se poser de questions. Oui, là je vais changer de boîte, donc comment je vais pouvoir me former, quelle est la façon dont je vais pouvoir m'assurer, etc., etc. Et donc c'est ça qu'il faut 2017, il y a donc ces quelques grands projets que vous venez d'évoquer, il y a aussi les hommes. Est-ce qu'un François Hollande à 18% pourrait être candidat ? Est-ce qu'un Manuel Valls, dont on entend monter ici et là, pourrait être candidat? Est-ce qu'il faut une primaire? Comment vous voyez cette perspective? Moi, je crois qu'il ne faut pas de primaire. Pourquoi je crois qu'il ne faut pas de primaire? Tout simplement parce que si François Hollande réussit, et vous avez bien compris, et vous l'entendez dans ma voix, la détermination qui est la nôtre, les parlementaires jusqu'au Premier ministre, si François Hollande réussit, il sera le candidat naturel de son camp. Donc dire qu'il y a une primaire, ça voudrait dire que nous sommes en échec. Or, nous faisons tout pour réussir et nous souhaitons, et je le dis très clairement pour pas qu'il y ait de périphrase, nous souhaitons que le candidat de la gauche, et je dis bien de la gauche, pas seulement du Parti socialiste, parce que nous avons constaté, et il faut le regarder en face, la tripartition du champ politique, nous souhaitons que François Hollande soit le candidat de la gauche en 2017. Mais un président à 18%, un Premier ministre qui fait le double, est-ce que c'est pas un petit problème? Ça n'est pas un problème. Pour le président. D'abord, vous savez qu'il travaille en parfaite intelligence, vous les rencontrez. Il ne manque jamais de le rappeler. Questions, les deux, vous savez très bien que Manuel Valls est d'une loyauté totale. Cette loyauté, elle va dans deux directions, mais au fond, elle se rejoint. D'abord à l'endroit et à l'égard du peuple français et à celui du président de la République qui procède du peuple français. Et donc Manuel Valls sera loyal. Manuel Valls sera le premier artisan de la victoire de François Hollande en 2017. Il attendra des échéances futures. Écoutez, honnêtement, je veux bien qu'on fasse de la politique fiction, mais déjà 2017, c'est dans 2 ans. On a monsieur. Donc pour 2017, Manuel Valls sera derrière François Hollande. On va le rappeler. Aujourd'hui, le président de la République est entre 18 et 20% de bonnes opinions. Évidemment, ça ne suffit pas pour engager la bataille électorale. Donc nous avons suffisamment à faire pour 2017 sans questionner 2022. Allez, passons à un autre chapitre. On va parler des régionales qui arrivent au mois de décembre. Vous êtes donc tête de liste pour le Parti socialiste dans l'Essonne. Allons-y, Mathieu. Oui, donc il y a Claude Barthelone qui souhaitait réunir dès le premier tour Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste. Finalement, ce n'est pas le cas. Pourquoi il n'a pas été en mesure de convaincre ces deux partis? D'abord, vous savez, ça n'est pas le cas. Attendons de voir quelles listes sont déposées. Moi, je sais, pour le rencontrer quasi quotidiennement, nous étions hier encore dans ma circonscription, à Évry, en train de visiter le Génopôle, cette belle réalisation des collectivités territoriales, cette belle aventure humaine que chacun peut suivre au moins une fois par an à travers le Téléthon. Et il me le disait, lui, il va faire tous les efforts jusqu'au bout pour être le plus fort à l'entrée de cette campagne. Il est de tradition sur des scrutins de liste, comme on dit, que les différentes à 2 tours, que les différentes forces politiques affirment une identité au premier tour et se rassemblent au second. Il faut regarder les sondages de près. C'est pas catastrophique qu'il y ait plusieurs listes. Il faut regarder les sondages de près. Moi, je vais sortir 30 secondes de l'Île-de-France. Il y a le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il y a la région PACA. Là, je crois que la nécessité de rassemblement de toutes les forces de gauche, quand on voit le niveau de l'extrême droite et d'une droite qui s'extrémise de plus en plus, je pense à Christian Estrosi, que l'ensemble de la gauche soit rassemblé. Je rappelle par ailleurs, qu'il n'est pas un petit sujet, que souvent dans ces régions, depuis 1998 ou 2004, le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti radical de gauche, Europe Écologie Les Verts, gouvernent ensemble les régions. Il y a un président, il y avait des vice-présidents, et tout ça est dans le même exécutif et porte la même politique. Donc c'est déjà d'une subtilité raffinée que d'aller expliquer aux électrices et aux électeurs que tout d'un coup on a des projets ultra divergents. En Île-de-France, il y a eu plusieurs cas de figure, mais grosso modo, là, l'histoire montre que ça n'a pas été un handicap. Mais moi, je crois que pour autant, dans le moment dans lequel nous sommes, et parce que c'est la première région européenne, parce qu'il y a des enjeux spécifiques, je pense évidemment aux questions de transport, de développement économique, de bien vivre cette Île-de-France, ça mérite qu'on fasse tous les efforts possibles pour que dès le premier tour, nous soyons rassemblés. On a une question de Christophe qui nous dit « Voter à gauche depuis 30 ans, mais je ne pense pas voter Barthelone cette année », il nous dit
plusieurs réflexions. Il nous dit quelles sont ses priorités pour l'Île-de-France. Il nous demande quelle serait la mesure concrète pour l'emploi et pour les transports. Précisément, concrètement. La première chose, c'est, vous savez, vous regardez toujours les slogans de campagne, ils veulent dire quelque chose. Il a dit une Île-de-France humaine. Aujourd'hui, on a plein d'atouts en Île-de-France. Souvent, moi, je rencontre mes concitoyens, corbeillais-essonnois, mais aussi de ma circonscription, ils considèrent comme une chance d'être à 30 km du Louvre, là, proche de toutes les universités, du grand pôle de recherche qu'est cette région. Et en même temps, cette région est une région dure à vivre parce que les transports sont fatigués, parce que c'est long de se déplacer, parce que parfois c'est compliqué, très compliqué la vie. Et donc il faut rendre, formule un peu poétique, mais allons-y, la vie plus douce en Île-de-France. Non mais c'est sérieux, vous savez, quand vous prenez le RERD tous les matins, sincèrement, quand on vous dit une Île-de-France humaine, vous voyez à peu près de quoi on veut vous parler. Ça signifie plus d'investissement dans le RER? Oui, ça signifie d'abord de mettre en œuvre ce que la majorité en place a décidé. Je pense au pass Navigo à tarif unique. C'est une mesure de justice sociale et presque, j'aimerais envie de dire, de justice pécuniaire. Ça voudra dire que, oui, à Corbeil-Essonnes, vous paierez comme au centre de Paris pour avoir accès au même niveau de transport, et c'est une mesure de justice. Et à côté de cela, il faut d'urgence, la première des urgences, c'est remplacer les rames. On l'a vu là ces derniers jours avec la canicule. Il y a un certain nombre de rames qui sont trop peu nombreuses et d'autres qui vont être livrées climatisées. Ben, il faut accélérer le mouvement. Parce que quand vous prenez le RER à 7h30 du matin et qui fait déjà 26 ou à 18h30 quand ça passe les 35, eh bien, et que vous êtes là serrés comme des sardines, et ça n'est pas une formule, eh bien c'est insupportable. Et donc il y a évidemment autour de cela... Ensuite, il y a une autre priorité. On le voyait hier à Évry avec le Génopôle. On a là un des clusters de recherche les plus avancés au monde, pas en région Île-de-France, pas en France, au monde, sur la question de biotechnologie. Et que nous disaient les chercheurs? Au fond, pourquoi vous allez vous installer à Évry, à 30 km de Paris? Parce que là, on a toutes les ressources. On a toutes les ressources parce qu'il y a des laboratoires publics, on peut y déposer des brevets et ensuite on peut aller... commencer la pré-industrialisation. Mais il disait, nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on est en capacité, une fois qu'on a les brevets, une fois qu'on a, comme on dit, pré-industrialisé, au fond que l'objet est prêt à être fabriqué, où est-ce qu'on peut le fabriquer? Et on voit bien aujourd'hui qu'en Île-de-France, on est capable d'inventer, on est capable de voir comment on pourrait fabriquer, mais on a perdu parfois cette capacité de fabrication. C'est ça l'enjeu, c'est un enjeu de visibilité internationale, parce que c'est cela qui se joue. C'est un enjeu pour l'ensemble des régions françaises, car quand Paris, la région capitale vont vers le haut, c'est l'ensemble de la France qui est tiré vers le haut, et c'est un enjeu évidemment pour cette loi, toutes les franciliennes et tous les Franciliens. Cette loi dite nôtre sur les compétences, est-ce que vous pensez qu'elle décentralise le pays, qu'elle donne des moyens aux régions? Je parlais des slogans, c'est encore plus vrai du nom des lois. Cette loi n'est pas une loi strictement parler de décentralisation. On avait bien compris. C'est une nouvelle organisation territoriale de la République. Moi, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'aurais préféré que nous allions plus loin. Honnêtement. Alors, on rappelle que le texte a été voté en seconde lecture par les députés, mais que entre les sénateurs et députés, il y a encore les conversations. Contre la loi, il y a eu plusieurs lois. Vous savez, moi j'ai été rapporteur d'une loi que je considère et que je pense les Françaises et les Français considèrent comme très importante, qui a été ce mariage, ces fusions des régions qui permet d'avoir une carte de France, je crois, plus cohérente, plus efficace pour les mécanismes de développement économique ou de solidarité même. Mais la loi qui devait définir leurs compétences, je le dis, nous n'avons pas été assez loin. Pourquoi nous n'avons pas été assez loin? Parfois, il faut aussi reconnaître que ça n'est pas la responsabilité du gouvernement. Il y a eu beaucoup d'évolutions entre le texte initialement déposé au bureau de l'Assemblée nationale, ou plutôt exactement au bureau du Sénat, puisque c'est ainsi que cela commence pour une loi d'organisation territoriale, et la loi que nous sommes en train de... Vous voulez dire que le Parlement l'a haché menu? Pas haché menu, mais honnêtement... Parfois, quand vous voyez les résistances d'un certain nombre de parlementaires de tous bords qui se comportent dans l'hémicycle, avant tout comme des élus locaux qu'ils sont, et moi-même je l'ai été pendant 7 ans, j'étais conseiller général, vice-président d'un conseil général en charge des finances, mais parfois il faut savoir s'élever et ne pas faire la loi qu'en fonction de sa particularité communale ou départementale. On sait que la France souffre, elle souffre non pas simplement d'un millefeuille, mais d'un enchevêtrement qui est incompréhensible et qui rend la démocratie plus fragile. Parce que quand nos concitoyennes et nos concitoyens ne savent pas
au fond, ce qu'ils votent, pas ce qu'ils votent en termes politiques, mais quelles vont être les missions exercées par les élus qu'ils désignent, ça nuit à la démocratie. Et donc cet enchevêtrement, il est dommageable. On l'a pour partie un peu, on a tiré quelques fils. Je pense que nous aurions pu aller beaucoup plus loin. Honnêtement, ça n'est pas la responsabilité du gouvernement, ça n'est pas la responsabilité du rapporteur Olivier Dussopt, député maire d'Annonay, qui a été brillantissime et qui a vraiment tout fait pour trouver un point d'équilibre. Mais écoutez, on a marqué des points sur le rehaussement du seuil de l'intercommunalité qui permet... Qui fait toujours débat. Oui, mais qui fait débat, mais qui est nécessaire pour que les communes et les élus locaux aient les moyens d'investir et de rationaliser et de rendre plus efficace le service public. Le seuil des intercommunalités en grande couronne d'Île-de-France, puisqu'on parle de l'Île-de-France et c'est mon territoire électif, et les petites couronnes et les intercommunalités en petites couronnes, dont les Françaises et les Français ignorent souvent que cette intercommunalité n'était pas achevée, elle va l'être grâce à cette loi. Donc il y a des progrès importants, mais je suis de ceux qui considèrent que nous aurions pu aller beaucoup plus loin. Très bien, allez, on finit avec deux petites questions sur les régionales. On a une question d'un internaute, bon, j'ai oublié son prénom, qui nous dit: Claude Barthelone doit-il quitter son poste de président de l'Assemblée nationale s'il est élu président de l'Île-de-France? D'abord, je crois que c'est la loi qui impose que le président de l'Assemblée nationale ne préside aucune autre collectivité, mais Claude Barthelone a souhaité, et il a raison, aller plus loin à partir de septembre, c'est-à-dire à la reprise des débats parlementaires, à la réouverture de la session. Il quittera... en partie ses fonctions. Il n'assumera plus son rôle de président, notamment de séance, là où il y a les caméras qui sont braquées pour ne pas avoir... Je ne sais pas quelle forme d'avantage d'ailleurs, hein, honnêtement. Et de toute manière, s'il était élu, c'est-à-dire qu'en campagne, il va garder la présidence de l'Assemblée nationale, même s'il ne s'agira plus mais vous savez, dans l'hémicycle. Oui, mais c'est pas... Ça ne pose pas un problème d'éthique, selon vous, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne mélange pas les fonctions, qu'il ne mélange pas les casquettes, qu'il n'utilise pas les moyens. Il peut le faire, il est en mesure de le faire. Vous savez, beaucoup de présidents de l'Assemblée nationale ont été candidats à d'autres élections, heureusement pour eux. Ça n'est pas une fin en soi que d'être président de l'Assemblée nationale, même si c'est un des plus beaux mandats de la République. Donc non, il a indiqué, et d'ailleurs dans un courrier rendu public, Christian Jacob, le président du groupe de droite, l'interrogeait. Il a rendu public les dispositions. Et d'ailleurs, de mémoire et de façon certaine, Christian Jacob n'a même pas répondu à ce courrier. Comme quoi, les conditions sont respectées et respectables. Si c'était le cas, c'est-à-dire s'il gagnait l'Île-de-France et quittait le Perchoir, est-ce que vous soutiendriez la candidature du pressenti Jean-Marc Ayrault? Il y a eu des précédents Premiers ministres qui ont fait de très bons présidents de l'Assemblée nationale. Moi, d'abord, ça voudrait dire, vous savez, moi, je ne sais pas que je n'aime pas Jean-Marc Ayrault, bien au contraire, il a été un Premier ministre courageux dans un moment extrêmement difficile pour le pays où il fallait là mettre le paquet pour redresser les comptes de la nation. Il l'a fait avec abnégation. Mais honnêtement, dire si je soutiendrai Jean-Marc Ayrault ou pas, ça veut dire qu'on a déjà gagné en Île-de-France. Et moi, je veux que nous gagnions. Disais si, mais faisons attention. Il y a des électrices, il y a des électeurs. Moi, j'ai pour habitude d'entrer dans une campagne avec humilité. Il faut aller chercher leur suffrage. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que si nous gagnons l'Île-de-France, si, comme je le souhaite, Claude Barthelone est président de cette belle région à la suite de Jean-Paul Huchon et est amené à présider à sa destinée, Jean-Marc Ayrault a toute l'expérience, tout le respect, toute l'affection et tout le soutien, je crois, de beaucoup de parlementaires pour exercer cette fonction. Mais là, encore une fois, nous n'en sommes pas là. Très bien, ce sera le mot de la fin, Carlos da Silva. Merci d'être venu ce matin dans Direct Politique. Merci de m'avoir invité. Merci messieurs, on se retrouve en septembre prochain. C'était la dernière émission de la saison. Je vous dis donc bel été et puis à très bientôt dans Direct Politique. D'ici là, restez connectés. À bientôt.